السلام عليكم الزول في الأوان. الحمد لله راكم بخير. اليوم رانا في مدينة باريس أمام المجلس الشعبي الوطني تاع فرنسا أسامبلي ناسيونال، راهي 22 عندكم. واليوم عندنا لقاء تخي سبيسيال مع نائبة فرنسية اسمها مدام إيميلي كاريو تاع الحزب تاع الرئيس إيمانويل ماكرون اون مارش، لو موفمون اون مارش. واليوم نهضروا على المشكل تاع المسلمين في بورما. على بالكم باللي كاين فوق 370 ألف مسلم هربوهم من بلادهم، وعلى بالكم باللي ما عندهمش الجنسية تاع بورما من 1982، و فايت فوق 6500 موتى، وما كان حتى الدولة مسلمة اللي دارت أي حاجة باه تساندهم وتدافع عليهم، يعني sur le terrain. Voilà. Bonjour Madame la députée, Madame Émilie Cariou. Donc vous êtes députée du mouvement du président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, et vice-président de la Commission des finances ici à l'Assemblée nationale. Et vous avez fait quelque chose que personne d'autre n'a fait dans aucun pays occidental, c'est que vous avez essayé de sensibiliser en tant que parlementaire à la fois le gouvernement français et au-delà bien sûr les Nations Unies au sujet de la situation dramatique des musulmans aujourd'hui en Birmanie. Il y a depuis 3 semaines plus de 370 000 musulmans qui ont été obligés de quitter la Birmanie pour aller se réfugier au Bangladesh. Il y a eu plus de 6500 morts, 500 femmes violées. J'aimerais savoir, avant de commencer, quelle a été votre motivation pour sensibiliser le gouvernement français au sujet du sort dramatique des musulmans de Birmanie? Bonjour Monsieur Nekaz. Alors déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je ne suis pas la première personne à se mobiliser pour la situation, défendre la situation des musulmans de Birmanie. Ça fait déjà plusieurs mois aujourd'hui que la communauté internationale s'inquiète très fortement sur le sort des Rohingyas, donc cette minorité musulmane qui habite depuis des siècles en Birmanie, et sur le traitement qu'il aurait aujourd'hui prodigué par les autorités, notamment les autorités militaires en Birmanie. Moi je me suis préoccupée de ce sujet parce qu'aujourd'hui on est dans une situation d'urgence humanitaire absolue. Les éléments d'information qui nous remontent du terrain sont très alarmants sur la manière dont sont traitées les populations civiles, les femmes, les enfants, et donc sur les déplacements de population qui sont en train de déstabiliser la région entière. La France est mobilisée, hein, elle a déjà porté la voix des populations civiles au sein des organisations multilatérales comme l'ONU, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères s'est d'ailleurs prononcé également en demandant aux autorités birmanes d'assurer la protection de ces populations civiles. Mais aujourd'hui, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que la situation s'est aggravée et que les populations sont déplacées contre leur gré, en créant des situations de problèmes de sécuritaires, mais aussi d'atteinte directe aux personnes. Et encore une fois, je le répète, à des populations civiles, à des femmes et des enfants, et que c'est tout à fait inacceptable aujourd'hui dans l'ordre international de voir de telles atteintes aux droits de l'homme. Mais nous avons remarqué une chose qui est quand même assez alarmante, c'est que la première ministre de Birmanie, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 1991, aujourd'hui est responsable de crimes contre l'humanité. On a même observé que cette première ministre a refusé qu'une mission d'information de l'ONU qui a été décidée en mars dernier puisse se rendre en Birmanie. Nous savons aussi que depuis 2016, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, donc, a été président d'une mission afin de dresser un certain nombre de recommandations pour protéger ces populations. Et malgré l'engagement de la première ministre de Birmanie, rien n'a été fait. Bien au contraire, la situation aujourd'hui est devenue dramatique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il serait urgent de décréter une zone de sécurité pour protéger ces populations au travers des Nations Unies? Et comme la France est membre permanent du Conseil de sécurité, sa voix est entendue. Comment serait-il possible que par le biais de la France et des 50 États musulmans qui aujourd'hui sont silencieux,
on ne pourrait pas, dans un avenir très proche, décréter au Conseil de sécurité des Nations Unies une zone de sécurité pour protéger ces populations. Et je rappelle qu'il y a 2,5 millions de musulmans sur les 53 millions d'habitants que compte la Birmanie. Qu'en pensez-vous en tant que parlementaire français? Alors déjà, le Premier ministre, donc Aung San Suu Kyi, vous le savez, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a suscité une vague d'espoir énorme dans la communauté internationale. On est face à un pays qui a connu un régime autoritaire pendant des dizaines d'années, et donc elle a incarné la transition démocratique, et à ce titre, la France a pleinement accompagné cette transition démocratique en Birmanie. Donc, encore une fois, la France espère toujours pouvoir accompagner cette transition démocratique qui a commencé à se faire avec un Parlement qui s'est diversifié, alors certes encore avec une présence des autorités militaires au sein du Parlement, mais malgré tout, une vraie envie de démocratisation que j'avais pu observer l'année dernière alors que j'étais conseillère diplomatique de la ministre de la Culture, car à l'époque j'avais eu à travailler effectivement avec des représentants des ministères de l'information de Birmanie. Donc aujourd'hui, Aung San Suu Kyi, ce n'est pas à moi de décréter en tous les cas qu'elle est responsable. Déjà, ayons cette mission d'information, faisons en sorte qu'elle puisse arriver sur place. Pour le reste, est-ce qu'il faut un périmètre de sécurité? Je pense que c'est justement l'objet même de la question que je pose au ministre aujourd'hui, au ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire quelle est la situation, quelle est la position de la France, quelle est la position de la France au sein des organisations multilatérales et en Europe pour faire évoluer la situation. Donc c'est déjà dressé urgemment, je veux dire, c'est que là on est sur des situations, on ne peut pas attendre des mois avant de dresser la situation sur ce qui est en train de se passer, parce qu'on a des gens qui sont en danger de mort aujourd'hui. Et qui meurent, plus de 6500 morts. Voilà, donc pouvoir se rendre sur place, observer ce qui se passe, et ensuite nous verrons les mesures qui s'imposent. Un périmètre de sécurité peut être une solution, effectivement. Alors nous allons organiser avec un certain nombre d'associations, donc ce samedi 16 septembre à 14 h sur la place de Trocadéro, une manifestation en soutien donc, aux musulmans de Birmanie. Est-ce qu'à votre avis, on peut attendre dans les prochaines semaines une mobilisation plus importante à la fois et du gouvernement français, des parlementaires français sur cette question sensible? On voit bien que la France est très à la pointe lorsqu'il s'agit des crimes, notamment concernant des citoyens israéliens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a deux poids, deux mesures entre à la fois les crimes qui sont commis contre des Israéliens et contre des musulmans en Birmanie, en termes de mobilisation du personnel politique français? Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. La France, justement, c'est le pays au monde qui défend les droits de l'homme et qui a toujours défendu le respect des droits de l'homme dans le monde entier. Alors là, on est dans une situation... On ne peut pas comparer du tout des situations de crimes et d'assassinats sur notre territoire national qui est sécurisé avec des situations dans des régimes qui aujourd'hui connaissent des grosses perturbations politiques et qui ne vivent pas la démocratie telle que nous la vivons. Que sur notre territoire national, chaque citoyen vive en sécurité, c'est l'obligation même de l'État de pouvoir assurer cette sécurité de nos citoyens français, quelle que soit leur confession. Israélite, musulmane, chrétienne, ouais. C'est le rôle de l'État d'assurer la protection des citoyens. En revanche, là, on se place dans une situation d'ordre mondial, donc qui est assurée aujourd'hui par les organisations internationales. Ce n'est pas la France toute seule qui se prononce, c'est la France à travers l'ONU, à travers son rôle au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'Organisation des Nations Unies, son objet même depuis sa création, c'est le maintien de la paix. Et par la suite, on y a ajouté des missions de protection des populations civiles au sein même des États, même quand il n'y avait pas conflit entre deux États. Donc là, on a plusieurs cas. On a le problème des populations civiles qui sont menacées. On a une zone géographique avec le Bangladesh qui se trouve aujourd'hui fortement perturbée par ces afflux de population. Les organisations internationales sont parfaitement habilitées à savoir ce qui s'y passe. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Et partout où les droits de l'homme sont bafoués, la France est toujours intervenue. Même s'il y a une multinationale comme Total qui est très présente en Birmanie, elle est d'ailleurs très présente aussi en Algérie, vous ne pensez pas que des considérations économiques peuvent freiner la mobilisation du gouvernement français par rapport à cette question sensible des musulmans de Birmanie? Non, que les multinationales soient présentes dans les territoires
territoire où la démocratie n'est pas assurée, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, on a fait passer un certain nombre de textes, qui, notamment au niveau français, et qui vont être portés bientôt à l'ONU, pour assurer la transparence, plus de transparence dans la manière dont sont réalisées les affaires de ces multinationales. En tous les cas, on ne peut absolument pas comparer les intérêts privés de ces multinationales-là avec les intérêts de l'État français et de l'État au sein des organisations multinationales. L'État français défend ses valeurs et défend les valeurs que la France elle-même a portées à travers tous les traités qui ont été conclus en la matière et qui ont souvent été écrits à l'initiative de la France. Est-ce qu'on peut espérer dans un avenir proche que le président de la République française, M. Macron, puisse peut-être s'engager ou dire quelques mots? Je sais qu'il est très occupé en ce moment par le drame qui est à Saint-Martin et à Barthélemy, mais est-ce qu'on peut espérer, j'aimerais dire, une présence médiatique plus forte du président français sur cette question-là? Parce que chez nous, en Algérie, comme vous le savez, notre président est très malade, donc il ne peut pas s'exprimer sur ces questions internationales, mais je vois que vous avez un président très jeune et très dynamique. On peut espérer, peut-être grâce à la mobilisation des parlementaires, puisque je vous rappelle que vous faites partie du parti du président Macron, est-ce qu'on peut espérer dans un avenir proche, j'aimerais dire, un mot du président de la République française? Bon, je ne vais pas m'engager sur les discours du président de la République. En tous les cas, le ministre des Affaires étrangères, lui, s'est engagé et il suit ce dossier de près. Donc, nous avons posé cette question. En tous les cas, moi, je l'ai posée et j'exprime la voix de notre groupe parlementaire en la matière. On attend ses réponses et surtout ses actions, mais je note qu'il a déjà agi et qu'il continue à le faire au quotidien. C'est un dossier qui est suivi aujourd'hui par le Quai d'Orsay, que ce soit en France ou à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies. Enfin, dernière question, et là ça concerne plus particulièrement donc, le public algérien. Donc, il y a plus d'1 million de personnes qui suivent cette page Facebook du parti MJC. Donc je sais que vous connaissez l'Algérie, vous étiez, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, conseillère diplomatique auprès du ministre de la Culture lors du précédent gouvernement. Qu'en est-il de la question des crânes des chouhada, donc des moudjahidines algériens lors de l'époque de l'Amir Abdelkader? Donc je sais qu'il y a une demande officielle, je crois, du gouvernement algérien pour que ces 36 crânes soient restitués à l'Algérie. Donc je crois même que c'est vous qui étiez en charge de ce dossier-là. Qu'en était-il et que peut-on espérer dans les mois ou années à venir concernant la restitution de ces 36 crânes d'Algériens qui sont aujourd'hui au Musée de l'Homme à Paris? Alors effectivement, la France a reçu une demande officielle de restitution de ces crânes et moudjahidines qui sont conservés au Musée de l'Homme, me semble-t-il, depuis le 19e, enfin qui ont été rapatriés en France au 19e siècle. Alors ça fait partie de ces sujets qui datent de la France coloniale, de l'époque coloniale de la France, où un certain nombre de ce qu'on appelle les restes humains, et en l'occurrence là ce sont des ossements des moudjahidines, avaient été rapatriés en France et sont conservés dans certains musées. Sur ce dossier-là en particulier, où une demande a été exprimée, le gouvernement français a clairement indiqué aux autorités algériennes qu'il était favorable à ces restitutions et a entamé un groupe de travail justement pour identifier les restes humains. Alors après, il va s'entamer un travail scientifique pour identifier très exactement les ossements, en l'occurrence, qu'il faut renvoyer dans les pays. Alors ça, moi, à titre personnel, j'y suis parfaitement favorable. On est bien évidemment sur des pratiques qui ont eu lieu au 19e siècle, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et qui n'avaient pas de visée scientifique en l'occurrence. Donc je pense effectivement que cette demande est parfaitement fondée et elle suivra son cours. Sachez que ce sont des processus longs parce que dès lors qu'on essaie de sortir des choses qui sont conservées dans les collections nationales, ça nécessite des conditions juridiques très particulières parce que les collections nationales en France sont parfaitement bien protégées, ce qui permet aussi la conservation des biens qui sont dans ces collections nationales. Mais en tous les cas, le dossier avance. Le dossier avance et donc quand vous étiez au ministère de la Culture, vous aviez donné votre accord aussi sur ces questions. En tant que conseillère, j'avais émis un avis favorable et le ministre des Affaires étrangères avait répondu à l'époque qu'il y était favorable et qu'il fallait entamer le travail en commun avec les autorités algériennes. Enfin, dernier petit mot au sujet de l'Algérie. Donc vous étiez à Alger donc, en 2016. À votre avis, est-ce qu'il y a un espoir qu'il y ait un changement en douceur en Algérie et surtout d'améliorer les relations entre la France et l'Algérie? Écoutez, moi à l'époque, en tous les cas, je n'ai pas senti que les relations étaient mauvaises entre la France et l'Algérie. J'ai participé à un voyage d'État qui s'était bien passé, à part quelques tensions sur l'aspect communication. Après,
ce n'est pas à la France de dire de quelle manière doit être gouverné un pays. C'est au peuple en fait d'élire ses représentants, de les élire démocratiquement. Et en ce sens, je dirais que c'est au peuple algérien de décider de son sort et ce n'est pas à moi d'émettre un avis sur la représentation politique algérienne. Je crois que vous avez eu la chance de prendre un café à la Grande Poste, si je m'en souviens bien. Vous êtes bien renseigné, effectivement. Donc, dans cette belle ville d'Alger. Très bien. Merci beaucoup, madame. Salam alaikum. Azol. Donc merci beaucoup madame la députée, madame la vice-présidente de la commission des finances de nous avoir accordé cette interview et j'espère que le dossier des musulmans de Birmanie va pouvoir trouver une solution à la fois diplomatique pour mettre fin au massacre de ces 2,5 millions de musulmans en Birmanie. Merci beaucoup madame la députée. Merci à vous monsieur Nekaz.